Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à La Prescription avec Dr. Fred Lambert. J'ai une immense question pour vous. Est-ce que vous aimez votre visage? Réellement, là, je veux dire. Pensez-y un peu, là. Chaque contour, chaque forme qui se dessine à travers votre bouche, vos joues, votre nez. Parce que le visage est si complexe et varie tellement de personne en personne. Est-ce que vous prenez soin de votre visage? Est-ce que vous le touchez, le maniez de la bonne façon? Parce que ça demeure, selon moi, la partie du corps la plus importante, hein, même avant la parole. Avant de parler, notre visage dit les premiers mots juste par sa présentation, par son expression à travers certains angles, certaines lumières. Et finalement, est-ce que vous connaissez bien votre visage? Parce que parfois, on pense se connaître et parfois aussi, on est complètement dans le champ. Et personnellement, la connaissance de mes traits, moi, c'est pas ma spécialité. Et un avis extérieur, un autre point de vue peut faire vraiment des petits miracles et parfois nous transformer. Et aujourd'hui, nous parlerons de beauté, de nos têtes, de nos visages, de cheveux, avec lesquels nous sommes prisonniers pour le meilleur et pour le pire. Et mon invitée, elle a un don pour aller chercher le beau dans chacun de ses sujets. Sans jugement, sans complaisance, modeste et sincère. Une magnifique rencontre. Je vous invite d'ailleurs à consulter sa page Instagram ainsi que son site internet mainamilitsa.com. Mais tout d'abord, laissez-moi vous la présenter convenablement. Maina Milica est à la fois maquilleuse, coiffeuse et DJ. Toute jeune, Maina s'initie au dessin et à la peinture et assouvit ainsi sa grande créativité. Quelques années plus tard, ses canevas deviennent les mannequins et artistes avec qui elle collabore. Autant des acteurs et actrices que des musiciens et musiciennes sont sublimés par ses pinceaux. Sa démarche créative s'impose sur des campagnes, films et projets créatifs d'envergure internationale. Notons aussi les nominations au Gala du cinéma québécois en 2014 pour le meilleur maquillage et la meilleure coiffure pour le film d'époque Chasse au Godard d'Abitibi d'Éric Morin, ainsi qu'en 2017 pour le film de Xavier Dolan Juste la fin du monde. Elle est récipiendaire du prix Écran canadien dans la catégorie Meilleur maquillage pour le film Mommy en 2015 et remporte en 2017 un deuxième trophée Prix Écran canadien pour Juste la fin du monde, 2 films de Xavier Dolan. Voici ma conversation avec Maina Milica. Bien le bonjour. Bonjour. Très content de te voir aujourd'hui. Avant d'aller en détail, j'aimerais que tu fasses quand même un léger cours de prononciation de ton nom, s'il te plaît. Maina Milica. Merci beaucoup, parce que je voulais être Maina. Merci beaucoup. Écoute, c'est tellement cool qu'on puisse discuter aujourd'hui de ton métier, de ton parcours, oui. Parce que je suis assez curieux. Si on fait de légères recherches concernant ta carrière, il est question de maquillage, coiffure et de musique aussi, de DJ. Donc, on va essayer de parler un peu de tout ça parce que je sais pas trop comment tu trouves le temps de faire le tout. Oups, mais allons-y avec l'aspect coiffure-maquillage. Ouais. Donc, ça fait maintenant combien d'années que tu es dans ce milieu? Ah, ça fait 20 ans. 20 ans? Oui. OK. Et pour débuter une carrière là-dedans, c'était quoi le chemin? Est-ce que quand tu étais jeune, tu avais
un goût pour ça, ou plutôt c'était plus des élans artistiques dans lesquels tu faisais du dessin? Oui. En fait, j'étais très... c'est ça. Je dessinais. En fait, j'étais très dans ma bulle quand j'étais petite. OK. Donc, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais plutôt très timide, gênée. Donc, moi, je me retrouvais avec mes crayons, mes papiers, je dessinais. J'observais beaucoup les gens. Je m'inventais des histoires, puis je dessinais. Bon, puis des fois, je peignais aussi. Je faisais des bricolages, des sculptures. Ma mère étant une artiste, c'est sûr que ça a teinté un peu toute mon enfance. Donc, c'est ça. Ça a commencé un peu... j'ai toujours eu ça en moi, là, de le monde des couleurs, des textures, les contrastes et tout. Tout était, pour moi, pouvait devenir un canevas, en fait, et tout. Et ta mère qu'est-ce qu'elle faisait comme art? Elle chantait l'opéra. Ah oui? Oui. OK. Très, très belle voix, d'ailleurs. Une voix qui se rapproche de Maria Callas, pour n'en nommer qu'une. Mais ma mère, ça a toujours été une touche-à-tout, une artiste. Elle faisait justement de la sculpture, elle a fait des grandes toiles, et elle m'amenait partout. Donc, okay. Des shows de théâtre, de danse contemporaine, La Human Step, etc. Moi, je baignais là-dedans, là, tout petite. Donc, tu as grandi à Montréal? Oui. OK. Ouais. Montréalaise pure et dure. Oui. Good. Et donc, tu as été initié justement à toutes ces formes d'art-là, même la Human Step, ça devenait des choses normales, si on peut dire ainsi. Parce que si on est habitué et si on a été élevé un peu devant la télévision trop longtemps, puis qu'on nous déracine de ça pour voir, ça peut être déstabilisant. Mm-hmm. Mais pour toi, tu as eu la chance d'avoir de l'art vivant beaucoup. Exact, mais c'est ça. Moi, j'allais pas au cinéma. Souvent, avec ma mère, on allait justement, c'est ça, au théâtre, à des expos d'art visuel. Donc, c'était ça mon monde. Et en grandissant, adolescente, j'étais pas nécessairement passionnée par le maquillage. Là. J'étais pas quelqu'un qui se maquillait nécessairement à outrance, mais j'ai découvert un peu le cinéma d'époque et c'était une fascination pour moi de voir les looks, en fait. Les looks en général? Les looks en général de différentes époques, donc les années 20, 30, 40, 50, 70, 80. J'étais fascinée par tout. C'était tellement différent d'une époque à l'autre, les cheveux, les coiffures, le costume et tout, le maquillage. Donc, j'ai commencé à vouloir un peu reproduire ces looks-là sur mes amis, sur, peu importe, sur moi. Et c'est là vraiment, je pense secondaire 4 ou 5, j'étais en concentration théâtre et là, j'ai vraiment découvert un monde. C'est moi qui maquillais, coiffais, costumais les gens, puis ça m'a vraiment ouvert un peu comme à ce monde-là et je me suis dit, OK, c'est ça, ça va être ça. OK, donc... Je veux faire ça. Secondaire 4 et 5, le métier se dessinait dans la tête. Oui. Puis tu étais en concentration théâtre à quel endroit? Mon Dieu, je sais même pas c'est quoi l'école. OK, non, mais je pensais, parce qu'il y avait l'école Perrault, Jean-François Perrault. Non, c'est pas Jean-François Perrault, pardon. Non, il n'y en avait pas tant que ça, je pense, non plus, quand on était... Mais c'était concentration théâtre ou juste j'avais des cours de théâtre, c'est peut-être... OK, oui, des cours de théâtre. T'avais le choix ça ou bien des les sciences. Activités, oui, exactement. C'est ça, exactement. Fait que moi, c'était théâtre. Et je présume que tu avais essayé d'acter un peu au début, puis finalement, c'est plus... et c'est finalement plus en mettant la main, justement, sur ces looks-là. Mais quand tu parles de ces looks de ces années-là qui te fascinaient, est-ce que, donc, t'écoutais des vieux films? Oui. Ah exactement. oui, OK. Donc, t'aimais, comme tu t'es pas allé tant au cinéma, mais les vieux films... Les vieux films... T'avais une attirance pour ça. Oui, puis j'avais un beau-père aussi à cette époque qui était un grand passionné critique de cinéma et qui m'a fait découvrir plein de films. OK. Que, à l'âge où j'avais, c'était pas nécessairement ce genre de film-là qu'une adolescente ou une jeune ado aurait écouté. Mais moi, c'est ça. J'écoutais tous ces vieux films français, allemands, américains des années... les premiers débuts du cinéma. Là. Mais oui. Donc, c'est marquant, ces films-là, quand on les voit. Les premières fois, puis de voir comment même le jeu d'acteur, des personnes jouent comme ça aujourd'hui. Mais non, c'est ça. C'est une autre époque. Moi, j'ai une fascination
de regarder. Moi, j'ai un fan fini des films d'Alfred Hitchcock. Puis tu regardes ça, puis justement, les looks sont incroyables. Oui. Puis les jeux, c'est du gros jeu surjoué, exagéré, de théâtre d'autrefois, mais en même temps, il y a quelque chose de super beau puis émotif à travers ça. Complètement. Donc, toi, donc c'est toi qui s'occupais de ces looks-là, puis tu as dit que même toi, tu essayais de te donner ces looks-là. Oui, là, c'est ça. Ça a commencé un peu... là, c'était un peu plus dans l'heure du déguisement à ce moment-là. Tu sais, c'était un peu plus grossier, disons, parce que, bon, là, c'était à notre école, au théâtre, il fallait aussi... On devait voir les looks de loin et tout. Donc, on en mettait, on beurrait épais. Mais c'est ça, c'est juste devenu... J'ai trouvé une genre de petite passion à ce moment-là de... OK, tout ce qu'on peut faire avec le maquillage, en fait, c'est pas juste le maquillage de beauté, c'est aussi la transformation. On peut complètement changer des traits d'un visage. Et ça, j'étais comme complètement... fascinée. Oui, fascinée. Puis aussi, là, c'est là aussi qu'est venu, maquillage d'effets spéciaux. J'ai commencé à m'intéresser à ça, tu sais, parce que c'est un spectre, là, incroyable. Tout ce qu'on peut faire, c'est carrément du modelage, c'est du bricolage, c'est du... Et pour bien les gens, c'est difficile de comprendre juste le métier, parce que là, que secondaire 4 et 5, tu as trouvé cette mini-vocation-là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu as fait... Parce que je me souviens que quand on était... Ça fait longtemps quand même, fin 90, quand j'avais quelques amis qui avaient justement un peu le même intérêt, puis là, quand on disait toujours, ben là, il y a une formation coiffure au DEP, ou DEP maquillage, et ça s'arrêtait là. On n'avait pas toutes les ressources qu'on a aujourd'hui. Ce qui est fou, les gens qui avaient comme toi de l'intérêt pour ce métier devaient être extrêmement inspiré puis être débrouillard pour trouver son truc. Toi, c'était quoi ton chemin d'apprentissage? Ben, écoute, j'ai été au cégep en sciences humaines parce que tout le monde me disait il faut quand même que tu fasses quelque chose de vrai, réel, tangible. Un diplôme. C'est un diplôme, là. Ouais. Bon. OK. Fait que j'ai été là-bas. C'était vraiment pas pour moi. Je m'emmerdais. Je comprenais pas ce que je faisais là. J'étais comme, mais c'est pas... Il y a rien là-dedans que je vais vouloir faire. Ça va me servir à rien, tout ça. Je sais, moi, ce que je veux faire. J'ai lâché le cégep, finalement. Et ma mère, en faisant des recherches, a trouvé le collège La Salle qui offrait la première formation en maquillage à cette époque. Oui, ça débutait. Ça débutait. Puis Collège La Salle, c'était, je me souviens même encore à l'époque, la mode, tout ça. Ils sortaient des nouveaux programmes là, qui étaient super avant-gardistes un peu, ce qu'on peut dire. Oui. Donc toi, t'es allé là. Donc, j'ai pris ce cours de maquillage qui contenait aussi un léger volet maquillage d'effets spéciaux, mais très petit. Bon, c'était un survol. Puis ensuite, j'ai juste continuer à, moi, faire mes recherches pour développer un peu mes capacités, trouver des techniques et tout. Je me pratiquais encore là sur mes amis. Ma grand-mère m'ont servi de modèle, pour maquiller aussi différents types de peau. Je prenais des amis de toutes hommes et femmes, mais aussi de toute nationalité, parce que je voulais vraiment apprendre à maquiller toutes les couleurs de peau. Les sous-tons, les traits différents, c'était super important pour moi de pouvoir savoir comment travailler sur n'importe quel visage. Donc, c'est ça, c'était beaucoup de travail un peu... à ce moment-là, je travaillais pas beaucoup, j'avais aucun contact, donc je savais même pas comment commencer cette carrière-là, en fait. Je connaissais personne dans le milieu, autant du cinéma que de la mode, que de la musique, j'avais aucun contact. Ce qui veut dire que tu n'as pas fait... parce que des fois, ça arrive. Il y en a qui vont faire le cours de coiffeur, ils vont travailler dans un salon de coiffeur pendant un bout, on pourrait dire ainsi, prendre la main. Ouais. Et après, ils vont trouver leur niche, puis tout ça. Mais toi, tu n'as pas pris ce chemin-là. Tu n'es pas allé dans les salons. Non, je voulais pas. Tu voulais pas? Okay. Non. Puis je voulais pas non plus être en centre d'esthétique ou des trucs comme ça. Ce qui est correct, je veux dire, c'est tout un autre milieu. Mais en fait, c'est complètement différent. Non, c'est ça. Moi, je voyais vraiment, je voulais faire des films, je voulais faire des magazines, je voulais voyager avec ce métier. Je me voyais à New York dans un loft à coiffer des célébrités. Là, puis là, j'avais 17 ans, puis je pensais à ça. C'était ça. Ça te faisait triper. Ouais.
Puis tu t'es rendu, finalement. C'est ça qui est pas pire. Ouais, ben j'écoute, je me suis rendue... Je suis vraiment... j'ai la carrière que je voulais, là, honnêtement. Mais avant de parler de la carrière, qu'est-ce que tu penses? Parce que là, t'as eu un parcours qui est assez... quand même légèrement atypique, parce que t'as fini quand même assez jeune, puis là, il fallait que tu commences à trouver du travail. Comme tu dis, tu savais pas trop où aller. Quel a été les premières jobs qui se sont présentés à toi? J'ai fait du body painting. OK. OK. Pour genre des événements. Je sais pas comment cette femme me trouvait, mais on s'est écrit un jour à me trouver. Je pense que j'avais mis des photos sur un petit site web, là, boboche, là, dans le temps, là, des photos de maquillage que je faisais sur mes amis. Ah, peut-être juste mentionner un truc. Les réseaux sociaux n'existent pas encore. N'existaient pas. C'est ce qui est quand même assez majeur. Ouais. Ni YouTube. Non, rien de ça. Rien de ça n'existait. Donc, c'était vraiment plus difficile de se faire connaître et trouver des contacts et tout. Elle s'occupait d'organiser des événements pour le Grand Prix. Okay. Et là, elle avait besoin de quelqu'un pour faire des body painting. Et je me souviens plus du tout comment elle m'a trouvé, mais elle m'a trouvé. J'ai commencé à faire ça. Puis là, elle me prenait pour plein d'autres événements et tout. Éventuellement, je rencontre une fille là-dessus, une modèle. Elle est comme « Ah, peux-tu me maquiller pour tel truc? » OK. Fait que de fil en aiguille, j'ai rencontré, mettons, un jeune réalisateur qui avait besoin de moi pour un petit clip, pas de budget. Puis là, bon, mais je fais un petit clip, pas de budget, avec des artistes que j'ai aucune idée c'est qui, mais je suis contente, je travaille, je fais, tu sais, ça va dans mon book, ça, tu sais, c'est de l'expérience et tout, puis c'est ça, c'est plein de petits projets comme ça, là, mon nom commence à circuler un petit peu, je fais un court-métrage, ensuite un autre court-métrage, d'autres clips, des petits magazines, puis ça grandit. Puis c'est à quel moment que là, tu as senti la réalisation du buzz de la petite fille de 17 ans que tu étais, que tu imaginais dans ton loft à New York? Puis là, à un certain moment, tu étais sur le moment, tu as dit, OK, là, je suis rendu. Là. C'est quand est-ce que c'est arrivé, ça? Je crois que ça... Autour de 2015, peut-être. Là, ça commençait vraiment à rouler, là. Oui. Là, j'étais partie, là, ça roule, je rencontre de plus en plus, tu sais, je faisais des films et tout. Ensuite, j'ai rencontré Monia Chokri, j'ai fait son court-métrage, ça m'a permis de rencontrer Xavier Dolan, j'ai fait 2 films avec lui. Ça a vraiment été comme un peu explosif, là, ces films-là. Ouais, tout en même temps. Je travaillais déjà beaucoup en mode et tout, sur d'autres projets de films, mais c'est sûr que faire... mettons, Momie de Xavier, là, ça a vraiment explosé. J'ai gagné un trophée, puis là, ça a fait comme... C'est lequel trophée encore t'as gagné? Les Canadian Screen Awards. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Et ça, évidemment, ça doit aider au CV, ça doit aider énormément. Oui, puis tu sais, c'est une reconnaissance des pairs aussi, c'est quand même très important, puis ça fait vraiment plaisir, c'est certain. Mais c'est ça, fait que c'est autour de 2015-2018, disons, il y a vraiment eu un gros chamboulement là, dans ma carrière côté cinéma. Oui. Ma carrière mode, elle allait déjà très, très bien. Je faisais comme plein de covers de magazines, c'était super le fun et tout. Mais c'est ça, ça a amené comme un autre aspect, plus cinéma et tout, qui était vraiment super. Ça m'a permis aussi de voyager un petit peu plus et tout. Donc, non, c'est ça. Et dans ce métier-là, oui, il y a les, comme tu dis, il y a les shoots, justement, pour les covers de magazines ou encore pour les covers qui sont... je pense qu'il y a quand même une forme de stress, mais il y a quand même, en même temps, le temps est limité, les choses sont très organisées, puis ça doit se... Comment je pourrais dire, ça se gère bien. C'est très éphémère aussi. Aussi, c'est très éphémère. Un cinéma, le film, il va être là toute la vie. Si tu veux, il y a toute la vie. Il reste. Mais la gérance d'un film, oui. Ça, c'est de la folie. C'est de la conception. Il y a la conception qui doit... Explique-moi, mettons, un exemple. Tu peux y aller en détail un peu quand on va avec un film, par exemple, de Xavier Dolan. Comment ça fonctionne? Parce que tu n'es pas la seule à maquiller. Je crois qu'il doit y avoir une équipe. Tu dois avoir des assistants avec toi. J'ai des assistantes selon le nombre aussi de personnages, selon les journées. Mais chaque film, pas seulement avec Xavier, mais tous les films que j'ai faits à date en tant que chef maquilleuse, c'est un peu le même processus. C'est
au début, j'ai un scénario, je reçois le scénario, je lis, je me mets des petites notes, ensuite je parle au réalisateur, puis je veux qu'il me parle de chacun des personnages, sa vision. Tu as accès au scénario? Oui. Probablement, oui. Oui, Ça, tu as accès au scénario oui. pour justement... Ça, c'est la première partie de ma job, c'est de le lire. Prendre des notes. Décortiquer un peu chaque personnage pour comprendre c'est qui cette personne, de quoi elle a l'air, son look. Et en plus, tu reçois sûrement les photos. Une fois le casting établi, tu reçois les photos de casting. C'est ça. Là, tu peux déjà commencer à... Visuellement, je vois un peu son genre, qui ça peut être, cette personne. Mais il faut que ça soit aussi un tout avec la costumière, la chef costumière, la créatrice de costumes ou le créateur des costumes, le chef coiffeur ou la chef coiffeuse. Tu sais, c'est un tout. C'est une cohésion. Oui. Puis même les acteurs ou les actrices aussi veulent souvent avoir un mot à dire sur ce personnage-là. Donc, moi, je le ressentais de telle façon. OK, parfait. Tu sais, c'est vraiment... On crée une personne qui doit exister pour les téléspectateurs, pour les gens qui vont aller voir le film. On doit y croire à cette personne, à cet humain qu'on voit à l'écran. Donc, tout doit vraiment être comme dans le même sens. Sinon, ça devient... Une symbiose qui se tient. Puis c'est aussi, moi, ce qui me fascine, c'est la répétition. Parce que vous avez un look à garder, l'autre scène arrive... Là, ça modifie un peu. Donc, je sais pas, tel événement est arrivé. Donc là, ça change. Le corps change un peu. Oui, tout à fait. Puis tes sujets, là, tes comédiens, tes comédiennes que t'as, je veux dire, t'as dû analyser leur visage. Tu dois les connaître par cœur, leur complètement. Visage. chaque bout de peau, comment il se tient, oui. Puis même leur jeu, par leur jeu, la modification du visage, tu dois aller chercher telle couleur, tel ombrage. En tout cas, je sais pas, je connais pas le vocabulaire. C'est exactement. Mais ça, c'est particulier. Surtout, puis ma relation avec le maquillage est vraiment pas bonne. Parce que... non, mais pour le peu de fois que j'ai eu à me faire maquiller, c'est pour des photoshoots pour mon groupe. Et aussi, j'ai fait de la télévision pendant un petit bout, une émission à Radio-Canada, puis à chaque fois, tu sais, moi, je me regarde pas je me regarde dans le miroir 2 fois par semaine, c'est pour me raser. Puis sinon, je me regarde pas, j'aime pas ça, c'est pas une bonne expérience, puis j'évite le miroir. Puis de toute façon, j'ai les cheveux courts, j'ai pas besoin de me peigner. Donc, puis il y a plein de gens comme moi, il y en a quand même pas mal qui regardent pas le miroir. Mais là, quand tu arrives dans une situation où est-ce que quelqu'un doit te coiffer, t'organiser... J'ai souvent rien à dire parce que je connais pas super bien mon visage. Donc, la personne va faire ce qu'elle a à faire, puis c'est super cool. Moi, je pense à tous ces comédiens et comédiennes qui connaissent leur visage. Oui. Ça doit être difficile, par contre. Parce que des fois, toi, c'est sûr que tu dois avoir une autre vision. Tu fais, OK, moi, ton visage, je l'ai analysé, je veux l'amener ailleurs. T'as-tu souvent est-ce que ça arrive souvent que tu as des artistes qui résistent à tes idées? En fait, mes idées, je les impose jamais. Okay. Donc, c'est vraiment, surtout pour un film, on crée le personnage, il n'y a rien imposé, je propose. Okay. Et on en vient à un accord, on en vient commun, puis tout le monde, au final, est comme heureux de ce qu'on a établi comme look. Où ça pourrait arriver, ce genre de problématique-là, c'est peut-être avec une nouvelle artiste, mettons une chanteuse, par exemple, ou une actrice pour un tapis rouge que j'aurais jamais maquillée. Mais encore là, tu sais, je vais toujours proposer, je vais pas commencer à la maquiller sans avoir discuté de « qu'est-ce qu'on va faire? » Donc, je vais proposer « moi, je vois avec cette robe-là, je vois telle couleur, qu'est-ce que t'en penses? » Après, ils sont tellement pas gênés de s'exprimer là-dessus aussi. Je veux dire, c'est leur look, on veut respecter ça. Donc, ça m'est jamais arrivé d'avoir ce genre, justement, de problème, heureusement. Là. Puis je touche du bois, mais ça se passe toujours très bien. Donc, tu n'as jamais eu des moments où est-ce que tu es obligé de dire « écoute, moi, je peux pas travailler avec cette personne-là, ça n'a aucun de bon sens. » OK, donc, tu es chanceuse. Tu viens de toucher du bois à l'instant, c'est une bonne chose. Oui, non, ça s'est toujours tellement bien passé. Puis, oui, ça arrive que des fois, je pense que les atomes crochus sont moins là entre une personne. Mais ça, c'est correct, c'est normal. Mais ça, c'est normal, mais c'est pas c'est plus une question de personnalité. Puis, il y a des gens avec qui je travaille moins parce que
ça fit moins aussi notre esthétisme, tu sais, de base. Tu sais, moi, je maquille pas à la Kardashian style, disons. Je maquille plus à la façon française, tu sais. Less is more, là. Malgré que des fois, je fais des trucs plus extravagants, mais Mais c'est dépendamment du contrat. Oui, là. c'est ça, tu sais, je suis capable, puis c'est le fun, mais si on parle, mettons, pour un gala, une actrice qui veut du gros contouring, tu sais, je sais pas si tu as vu le trend Instagram, là, tu dois connaître un peu les gros make-up assez intenses, les Kardashian style, là, tu vois le genre, mais ça, c'est pas moi. Donc, celles qui veulent ça, moi, je les réfère à d'autres gens. Parce que qui sont bonnes là-dedans, puis qui aiment ça. Ils vont être mieux servis par d'autres. Mais c'est tout comme ça, tu viens de dire, je trouve ça intéressant, tu viens de dire, moi, c'est plus français, less is more. Est-ce que ça serait vraiment ça, ta propre autodéfinition de ton style? Comment tu pourrais définir ton style? Ben, c'est sûr que c'est plus raffiné, c'est plus léger, c'est tout en douceur, en élégance. OK. Ben, élégance. Élégance, il faut que le teint soit frais, naturel. J'aime pas les fonds de teint épais. J'aime pas les trucs qui sont lourds sur la peau, sur les yeux. Tu sais, je vais vraiment plus en douceur, en délicatesse. Puis je pense que ça fit aussi avec ma personne. Tu sais, je suis une toute petite, douce, tu sais, je prends pas trop de place, tu sais, c'est ça aussi, là, je pense que ça fit avec ma personnalité, j'imagine. Dirais-tu souvent que, justement, le style dans lequel tu veux donner ta signature correspond souvent à la personne, à sa personnalité, si tu penses à d'autres personnes qui maquillent aussi? Comme tu viens de dire, tu sais, moi, je suis plus petite, je vais doucement, je suis en douceur. Est-ce que c'est ceux, justement, qui font les gros traits, ils prennent de la place, puis ils sont je pense qu'il y a des gens plus flamboyants, mettons des make-up artistes plus flamboyantes, qui maquillent aussi de cette façon-là, oui. Mais après, tu sais, tout le monde est quand même assez versatile dans ce métier-là. Là. Quand on est rendu où on est rendu, là, on est capable de tout faire. Là. Exact. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté de nous qui ressort dans ce qu'on crée. Tu sais, comme c'est en cohérence avec... Tu sais, moi, ça me ressemble. Les maquillages que je fais, quand c'est pas c'est pas les maquillages qui sont une demande précise, mais plus que je fais de naturellement, je pense que oui, ça fit vraiment avec ma personne. Tu sais, j'ai une signature qui est plus... Tu sais, c'est plus délicat, ça me ressemble. Il y a aussi le rôle dans le maquillage, coiffure, que je me rends compte que vous avez quand même un rôle de psychologue un peu. Oh oui! Non, mais puis j'ai toujours eu de la misère à le comprendre jusqu'au moment où je l'ai vécu, parce que, comme je te dis, le peu de télévision que j'ai fait, j'étais super stressé déjà de faire la télé, parce que j'en ai jamais fait. Puis quand j'arrivais dans tu sais, t'as du texte à apprendre, puis là, t'arrives, t'es assis, puis là... Puis les gens à Radio-Canada qui maquillaient, ils étaient les gens les plus extraordinaires. C'est sûr que, je me souviens pas de tant de monde que ça là-bas, mais ceux qui m'ont maquillé, ils étaient super relax. Ils étaient comme maquillés, ils me disaient « Hey, fais-moi donc ton texte. Fais-moi-les, ça va bien se passer. Ils savaient que j'étais nerveux pour ça, ils le sentaient. Je devais être insupportable, rien que par ma façon de réagir. Donc, et je sais qu'il y a un lien vraiment qui se crée. Vous avez, avec les gens en maquillage, vous restez souvent amis, copains avec les comédiens et les comédiennes, parce qu'il y a cette espèce de temps-là, parce qu'ils sont assis, ils peuvent pas bouger. Ils sont obligés de pas bouger. Et là, vous les amenez dans une bulle. Il y a un lien de confiance aussi qui est extrêmement important dans ce métier-là. Entre la personne que je maquille aussi et moi, c'est ce lien-là de confiance de... La personne s'abandonne entre mes mains. Ouais. Okay? Puis c'est une grande confiance qu'elle me donne. Et aussi, je suis aussi là pour la calmer. Tu sais, moi, je suis pas là pour l'énerver encore plus. Elle s'en va, mettons, faire une scène super difficile, ou elle s'en va jouer son texte devant je sais pas combien de personnes au théâtre, ou elle s'en va donner un show au Centre Bell. Tu sais, on s'entend que c'est stressant. Le moment maquillage, coiffure doit juste apaiser, calmer, la mettre en confiance ou le mettre en confiance. Puis ce lien-là, justement, qui se crée très rapidement parce qu'on est tellement dans la bulle des gens, dans leur intimité. C'est pour ça que souvent, on reste amis
avec eux parce que c'est un lien c'est le lien de confiance qui se crée tellement rapidement alors que d'autres amitiés, ça prend des années à créer. Ben oui. Là, c'est juste bam, je suis dans ta face. Puis, t'es à proximité, mais je veux dire, tu touches le visage, là. Donc déjà, comme tu rentres, tu peux pas rentrer plus dans une bulle. Ben non, mais exact, c'est quand même quelque chose quand on pense à ça. Il n'y a pas tant de métiers qui sont aussi... Écoute, je te dirais qu'il y a médecin. Médecin. Mais il y a médecin, puis même là, médecin, c'est bizarre, parce que médecin, quand tu vas chez le médecin, c'est parce que tu vas pas bien. Non, c'est ça. Donc, puis tu sais, tu vas pas bien, puis tu t'espères juste te faire guérir. Donc là, la relation est vraiment... Il y a un rapport de force étrange. Ouais. Alors que là, quand tu t'apprêtes à jouer, c'est un peu, je présume, je suis pas comédien, mais tu t'en vas un peu au combat, là, si tu peux. Tu peux dire ainsi. Donc là, la personne essaie de te donner une force, une confiance. Une confiance. Tu veux... Tu sais, c'est ça. Elle doit se sentir vraiment à l'aise aussi avec toi. Tu veux qu'elle se sente mieux après être passée sur ta chaise qu'avant aussi. Tu sais, comme tout aussi son look, ça lui donne le... Tu es en train de la mettre dans son personnage aussi, veut pas. Donc, quand, mettons, une actrice pour un film sort de ma chaise, moi, je veux qu'elle se sente là, dans son personnage un petit peu plus grâce à ce que je viens de faire. Ben oui. Que lorsqu'elle est arrivée, justement, juste avec son visage d'elle-même, si tu veux. Oui. Tu la transformes. Oui, puis tu sais, aussi souvent, bon, il y a beaucoup de confidences qui se fait, veut pas, parce que, ben, c'est des humains, ils vivent des choses aussi hors du boulot, puis des fois, ils ont besoin de parler, puis des fois, on est là pendant 1 mois à se voir tous les jours, on se voit plus que nos propres amis, que notre propre famille, fait qu'on devient des confidents, veut pas, puis c'est spécial, là, travailler sur un long métrage, disons. C'est personnel un peu, mais c'est qui, mettons, les belles amitiés qui se sont développées pour toi dans les dernières années? Ben, il y en a une qui est là depuis très longtemps, Sophie Desmarais. OK. Tu sais, on se connaît, on a fait des films il y a des années. Mon Dieu, mais vous êtes rencontrés sur un tournage. Oui. OK. Et après ça, on s'est revus sur un autre tournage, puis je sais pas, ça a vraiment cliqué. Le premier projet qu'on a fait, c'était rough aussi. Son rôle était très... elle devait être très vulnérable. Écoute, elle se faisait tabasser, puis... c'était stressant, c'était difficile émotionnellement, puis j'étais là, puis on s'est vraiment... Ça a cliqué, ça a fait comme... Puis aujourd'hui encore, vous êtes amis? Écoute, on a fait on s'est suivis dans notre carrière, vraiment, puis on a fait plein de projets ensemble jusqu'en Roumanie. Oh, wow. Un film, elle m'a amené avec elle. Tu sais, c'est fou. Parce que, oui, ça, c'est un autre sujet. Et ça arrive parfois que les artistes vont parce que là, pour un tournage, on comprend, tu viens sur place, ça dure un temps, puis des fois, ils ont des événements, ils peuvent se dire, moi, je veux vraiment telle personne qui s'occupe de moi, qui me maquille. Oui, oui. Est-ce possible? Oui, puis là, toi, t'es amené justement à voyager. Oui. Donc, ça t'arrive souvent encore. Ben oui, ben là, la COVID, c'est sûr que c'est un petit peu... J'avoue, c'est parti, c'est parti. C'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup d'actrices, disons, qui font appel à moi pour tout leur ski de leur entrevue, photoshoot, gala, tapis rouge et tout ça. Mais ça, les tapis rouges, je pense que j'ai vu des photos sur ton site, t'étais à Cannes. Oui, j'ai été à Cannes. Donc, tu t'occupais des gens à Cannes pour les looks, pour les tapis, tout ça? Oui, exactement. Ah, ça devait être cool quand même. C'était incroyable vivre l'expérience Cannes. Je pensais jamais aller là un jour parce que justement, je suis pas une actrice. Mm-hmm. Tu sais, j'ai jamais pensé, oui, moi, je vais aller à Cannes. Non, je pensais pas à ça. Donc, c'était fou. C'était vraiment fou de vivre ça. Très heureuse de l'avoir vécu. Es-tu dans la liste des gros moments de carrière? Juste dans la liste des moments exceptionnels de ma vie, là, disons. Ouais. Ouais. En général. En général. C'est comme at large. Ah, j'aime ça. Puis, même chose pour le voyage avec Sophie en Roumanie, en Hongrie. C'était une expérience incroyable aussi à vivre. Tu sais, j'en ai plein des petits moments comme ça de carrière ou de vie grâce à ma carrière, tu sais, qui découle, si on peut dire. Qui découle, oui, c'est ça. C'est cool, ça. Ouais. Puis, comment on va reculer un peu à parler d'éducation. Comment tu trouves justement le nouveau modèle? Nouveau modèle, en fait, c'est un peu free for all, là, pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là. Parce que là, on a YouTube. Ouais. On a des gens qui donnent des cours, des leçons.
En fait, aujourd'hui, tu sais, puis j'y pense parce que, tu sais, j'ai ma petite voisine, elle a quoi? Charlie, elle a maintenant rendu 12 peut-être, mais quand elle avait 10 ans, déjà, elle dit, moi, je veux devenir maquilleuse, je veux faire ça. Elle avait déjà ses idoles sur Instagram. Ouais, oui. Puis même que pour sa fête, j'avais réussi à communiquer avec une de ses idoles québécoises, je me souviens plus de son nom, pour y faire un shout-out, un petit vidéo, puis là, t'es comme super content. Tu sais, c'est comme, déjà, très jeune, tu peux trouver tes idoles, puis et en connaître énormément. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est trop jeune pour aller là? Des fois, je trouve que c'est étourdissant. Personnellement, je trouve ça un peu étourdissant. Là. Moi, je t'avoue que tout ce qui est maquilleur, maquilleuse, Instagram, YouTube, qui font plus des maquillages sur eux-mêmes, je les considère pas comme des maquilleurs en soi. C'est plus des genres de influencer maquilleurs ou tu sais, c'est... Ouais. Puis ils ont beaucoup de talent, puis je leur enlève absolument rien. C'est juste très différent de, mettons, mon métier. Ouais. Moi, je maquille des gens, je maquille pour comme des... Tu sais, c'est pas moi que je maquille. Non, mais il y en a par contre aussi qui font un peu comme toi. Je veux dire, qui vont maquiller, ils vont tout filmer, les trucs qu'ils vont faire sur des gens. Ça aussi, ça existe. Ou ils vont dire, là, je vais faire tel style, tel genre. Mais, ça, j'avoue que quand c'est la personne qui se met en spectacle, c'est ça. C'est parce que ça, c'est très populaire, en fait. Ils ont des millions de followers, là, puis c'est comme c'est la nouvelle chose, là. C'est vraiment make-up, Instagram, YouTube, et c'est comme des gourous quasiment du maquillage. Mais tu sais, limite, toi-même, t'aurais pu faire ça. Mais j'ai aucune envie de faire ça. Je sais que t'as aucune envie, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, quand on va sur ton Instagram, t'as des photos, il y a beaucoup, c'est des photos, en général, sur des trucs que t'as fait, tout ça. Tu sais, tu pourrais expliquer un peu de la technique, est-ce que t'as voulu faire, ou tu préfères laisser le mystère parler? C'est pas que je veux laisser... Parce que moi, je suis tout le temps super généreuse avec, mettons, les gens qui m'écrivent « Ah, qu'est-ce que tu utilisais? » ou « Comment on fait ça? » Je donne tous mes trucs. Mes assistantes, je leur montre tout comment faire et tout. Ça me dérange vraiment pas. C'est plus que j'ai pas le temps. Je travaille vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est trop de temps. Tu sais, juste faire des reels, mettons, là. Je sais qu'il y en a qui prennent le temps de le faire puis qui sont super beaux. Puis je suis comme, waouh, vous êtes vraiment hot de faire ça. Mais honnêtement, le peu de temps libre que j'ai, je préfère voir mes amis. Que de passer mon temps sur mon cell à faire un reel, puis à faire du montage, puis à dire, expliquer des how-to et tout ça. C'est difficile de faire ça, là. Oui, je laisse ça aux plus jeunes qui sont super comme là-dedans, puis qui trippent à faire ça, honnêtement. Chacun son style. Mais il y en a qui sont vraiment talentueux, qui ont le talent pour ça, puis qui prennent le temps, puis je trouve qu'ils font vraiment des belles choses, là, toutes les vidéos, justement, de maquillage et tout, je suis comme, wow, OK. Ouais, t'en vois passer des fois, puis c'est impressionnant, là. Oui, c'est ça. Mais c'est super impressionnant de voir toute la construction d'un look. Sous tes yeux, tu vois comme de A à Z. C'est vraiment beau aussi à voir, c'est quasiment hypnotisant. Surtout pour quelqu'un, quand on connaît pas ça, mais même pour toi qui connais ça, c'est le fun de le voir. Des fois, je me perds là, sur mon feed, puis là, je regarde ça, puis je suis comme, waouh, c'est non mais le fun. Mais tu sais, moi, je vais pas prendre le temps de le faire, puis je fais mes contrats, puis déjà, j'ai plus de temps après, là, tu sais. Mais c'est ça, les horaires, parlons-en. Des fois, les journées de tournage, c'est des trucs qui durent combien d'heures? C'est comme ça peut aller dans les 14 heures. Oui. 14 heures en ligne où est-ce qu'il faut que tu sois prête. Puis souvent, quand il arrive au maquillage, des fois, ça va faire « on refait une scène, on rush, OK, fais t'as de temps. » C'est souvent vous autres qui font chopper du temps. Tellement. Tout le temps. Vous êtes rushés. C'est épouvantable. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment l'affaire épouvantable. Le ou la réalisatrice qui capote parce qu'il faut que là, le soleil est bon, un bel angle, une belle couleur, non, rentrer. Puis toi, il faut que tu fasses abstraction de ça, que tu négocies du temps. Ça, c'est un stress. Ben oui, c'est vrai que ça peut être stressant des fois, puis surtout que on est souvent le département qui, comme tu dis, un peu pas malmené, mais tu sais, on nous coupe notre temps. Pour moi, c'est un peu malmené. Oui, alors que, tu sais, à l'éclairage, ils peuvent prendre 3 heures pour éclairer, puis personne ne va rien dire. Mais au maquillage, si on a demandé 46 minutes pour faire tel look, puis là, finalement, on a juste 20,
Ben, écoute... T'as pas le choix, il faut que tu fasses un miracle en peu de temps. On en fait plein de miracles, mais des fois, il y a des choses, tu sais, coller une prothèse, mettons, puis pour que ça soit beau, ben 20 minutes, c'est pas assez, tu sais, c'est pas possible, c'est humainement pas possible. Donc, tu sais, c'est des choses comme ça qu'il faut tout le temps expliquer en détail le pourquoi, pour que enfin la personne accepte que, OK, ce qu'on dit, c'est pas n'importe quoi. Puis, tu sais, on se bat un peu avec des gens qui comprennent pas du tout ce métier, en fait. Mais c'est ça. Puis c'est de négocier du temps. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Mais tu le gères bien, le stress de tout ça? Ouais, je le gère bien. J'ai toujours assez bien géré ça. Tant qu'il y a du respect quand même, ce que j'accepte pas le non-respect justement de mon métier. Si je dis quelque chose, fais juste considérer ce que je suis en train de te dire, tu sais. Mm-hmm. J'ai l'expérience, je sais comment ça fonctionne, je sais comment de temps ça prend. Tu sais, dis-moi pas que... Prends-moi pas pour une nounoune, là. Ah oui. Puis respecte que mon métier est important aussi pour ce projet, autant que le gars d'à côté qui tu sais, qui est en train de faire... Est-ce que, des fois, tu sais, moi, comme musicien, il y a des trucs que j'ai enregistrés que je peux pas réécouter. Si je réentends une note d'un enregistrement il y a 10 ans, je suis comme... je me sens pas bien, je me sens étourdi. Je suis comme, on peut-tu arrêter ça? Ça n'a pas de bon sens. Y a-tu des trucs que tu as fait dans le passé que tu fais pitié, enlever ça de mes yeux, je peux pas regarder ça, je peux pas croire que j'ai fait ce job-là, ou encore, parce que des fois, il faut que tu sois critique, tu sais, je veux dire, tu fais le maquillage, la photo va être faite, puis finalement, je sais pas, la personne qui prend la photo décide, on change l'éclairage, puis là, finalement, l'éclairage que je choisis va pas nécessairement respecter ton style, ça doit arriver fréquemment. Oui. Et là, tu regardes l'œuvre, puis bon, t'es un peu... Je suis pas satisfaite, mais oui. Mais ça arrive souvent. L'éclairage sur un visage, disons, avec un maquillage, ça peut... ça peut ruiner. Ça peut, oui. Ça peut ruiner le concept complètement. Oui. Puis c'est décevant, puis ça t'es capable ça fait partie du... C'est ça, tu te détaches un peu. Ouais. Un peu de ça. Je me détache, mais en même temps, tu sais, plus j'ai acquis de l'expérience, plus j'ai appris à m'affirmer, puis à parler et à dire, écoute, tu sais, ce maquillage-là était fait en conséquence d'un éclairage, je sais pas moi, frontal. Et là, tu mets un top light. Ben là, ça fait plein de creux partout. On peut-tu travailler ensemble pour rendre ça un petit peu plus esthétiquement agréable à regarder, disons? Mais ça, c'est drôle, tu viens de dire ça, parce que, donc, la relation avec l'éclairage, c'est précieux, là. Je veux dire, il faut que tu ailles avec le directeur photo, puis toi, vous devez être tellement de connivence, encore plus, puis et justement, là, parce que là, oui, quand tu arrives dans des contrats de photos, là, ces gens-là, souvent, vous allez sûrement communiquer pour dire qu'est-ce qu'on fait, Mais comme tu dis, c'est super éphémère, ça se fait super vite. Tout à fait. Parce que c'est difficile d'avoir une complicité en peu de temps, là. Oui. Mais dans ce temps-là, comment est-ce qu'on réussit à... Ben souvent, c'est au début du shooting, quand il n'y a pas toute l'équipe qui est arrivée. Moi, souvent, je parle au photographe, puis je m'informe un peu, c'est quoi son plan, qu'est-ce qu'il veut faire comme éclairage. Si je connais la modèle, je suis comme, mais tu sais, cette modèle-là, peut-être que ce genre d'éclairage-là, c'est moins flatteur. Penses-tu qu'on peut un peu comme tricher ou changer un petit peu juste pour que la référence de la cliente, on arrive vers ça, sinon il n'y arrivera pas avec ton idée d'éclairage et l'idée du make-up. Tu sais, c'est tellement une job de... Il faut, tu sais, on peut pas travailler que pour soi, là, tu sais, si le photographe fait juste son truc, le styliste fait juste son truc, moi je fais juste mon truc, le tout sera pas joli. Mais ça demande, on revient à la communication, c'est de savoir bien communiquer. Travailler en équipe. Oui. Tu sais, c'est ça, puis il faut pas qu'il y ait d'orgueil. Ah non, surtout puis pas. le problème, souvent, puis il y a pas mal tout le monde avec qui je travaille ici, je les adore, là, les photographes, les DOP, les réals, je suis vraiment chanceuse, je travaille avec les plus gentils, les meilleurs et tout, mais il y en a des fois qui, tu le vois, ils n'aiment pas travailler en équipe, ils ont un gros orgueil et tu dis juste « Ah, cet éclairage-là, c'est peut-être pas... Et là, ouf, ah oui, t'es bloqué. Ça marche pas. Non, là... T'as empiété, t'es pas allé dans ton terrain. Hein, oui. Donc, ça, c'est tough. Ça, c'est plate. Ça, c'est la partie un peu moins... agréable de mon métier, c'est quand tu te butes à quelqu'un qui a trop
d'orgueil, puis qui veut pas écouter les autres, il veut pas travailler en équipe, il veut, tu sais. Puis qu'il y a une seule vision, probablement. Exactement. Ça, c'est dommage, parce que le résultat, souvent, est pas là. Non, c'est ça, puis ça paraît, là, évidemment. Ben C'est qui dans le milieu que tu dirais qui t'inspire beaucoup, là, comme artiste qui fait le même métier que toi, quelqu'un ou quelqu'une qu'on devrait suivre, qui... Ben, je pense que c'est déjà des gros noms que pas mal tout le monde du milieu connaît, mais tu sais, mettons... Mais moi, je connais pas, donc vas-y. Ben, une qui a réussi, qui a une carrière incroyable, c'est Pat McGrath. Pat McGrath. Ouais. OK. Elle a maintenant une ligne de maquillage aussi. Elle a maquillé tout le monde. OK. Tout le monde. OK. Vraiment. Puis c'est une célébrité dans ce milieu-là. OK, parfait. Ouais. Donc, elle a fait tous les shows, Galliano. Tu sais, elle a fait vraiment des maquillages incroyables. Elle a parti des trends et tout. Okay. C'est une femme d'affaires. Tu sais, c'est vraiment un parcours extraordinaire. Donc, on parle de trucs multimillionnaires presque, qui a parti quelque chose, un empire. Un empire. Un empire, ouais, carrément. Oui. Okay. Donc, ça, c'est une carrière incroyable. OK. Mais ça, si on parle justement peut-être de quelque chose de gigantesque, qui est cool, c'est cool. C'est cool. Mais il doit y en avoir d'autres, des gens un peu comme toi, dans le milieu, tu sais, qui sont plus de petites équipes, qui font leurs petits trucs. Ben... Toutes les maquilleuses, moi, que je connais au Québec, avec qui j'ai déjà un peu collaboré ou qui sont un peu mes amis et tout, tu sais, c'est un petit milieu, on se connaît toutes. Oui. Mais je dis non, mais même des artistes indépendants dans un autre pays, mettons. Je me suis dit, des fois, tu sais, en musique, moi, mettons, il y a tel instrumentiste en Italie que je trouve vraiment cool, qui a une signature, mais qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas créé un empire. T'en as-tu des trucs comme ça? Ben, j'en ai, mais... Les noms, par contre... tu sais, je follow plein d'artistes maquilleurs à travers le monde que je trouve tellement talentueux. Mais là, moi et les noms... Vite sur le fly, comme ça, c'est pas facile. C'est compliqué, là. Je pourrais t'en retrouver. Non, c'est correct, c'est correct. De toute façon, j'étais juste curieux si ça venait vite comme ça, mais c'est vrai, mais je veux dire, moi aussi, il y a des trucs que je peux pas me souvenir de tout le monde. Il y a tellement de gens là, dans tout ça. Et là, on a parlé beaucoup de maquillage. La coiffure là-dedans. Donc, est-ce que des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a? Ça va dépendre du contrat, je présume? Ou ouais, ben en mode... Tu sais, moi, je fais toujours les deux, presque 95% du temps, je fais autant maquillage coiffure. Okay. En cinéma, ça dépend des projets. Il y a des projets que j'ai fait chef maquilleuse, chef coiffeuse, et il y en a d'autres que je faisais que maquillage et qui avait quelqu'un pour la coiffure. Donc, ça dépend vraiment du projet, en fait. Mm-hmm. Est-ce que quand tu fais les deux, justement, c'est parce qu'il y a moins de budget ou... Non, ça dépend. Des fois, c'est un choix de réalisateur qui veulent vraiment mon input pour les deux. À la fois, là. À la fois, pour que ça soit vraiment un tout, une création comme complète. D'autres fois, c'est parce que le syndicat n'accepte pas qu'on fasse les deux postes. Tu sais, il y a beaucoup de... Il y a un syndicat pour oui, c'est ça. Il y a un syndicat dans ce milieu-là, quand même. Il y a des syndicats partout. Là. Des fois, c'est difficile. On peut pas... on n'est pas libre non plus de décider, moi, je vais faire les deux. Non, pour certains budgets de films, il faut absolument qu'il y ait les deux postes séparés. Okay. Après, des fois, c'est possible si le réal pousse vraiment pour avoir la même personne aux deux. Ça s'est fait souvent, mais c'est comme touché, là. Ça dépend vraiment. Mais perso, est-ce que c'est plus facile d'avoir le double chapeau? Moi, j'adore faire les deux. Je suis habituée de faire les deux depuis toujours. Donc, pour moi, c'est vraiment naturel. Puis je trouve que c'est vraiment un tout. C'est plus complet, c'est plus cohérent. Mais j'ai aucun problème aussi à travailler avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Puis ça amène autre chose. Tu sais, tant qu'on parle vraiment des looks, puis que ça fit ensemble, puis qu'il n'y ait pas comme, justement, un qui veut juste faire son truc, puis l'autre, tu sais. Mais c'est sûr que tu t'ostines un peu moins avec toi-même quand il est temps de faire tes... C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça va bien pour ça. Ouais. Tantôt, tu as mentionné Cannes, qui était un moment merveilleux dans ta vie, point final. Y en a-tu deux autres? Tu sais, mettons, deux autres... Parce que j'apporte souvent cette question-là aux invités. Je suis comme, si, rendu à l'âge que tu es, rendu à la carrière que tu as,
si quelqu'un connaît zéro ce que tu fais Ouais. et que tu voudrais te donner la première bonne impression de ce que tu fais comme métier, qu'est-ce que tu voudrais que ces gens voient? C'est tough, ça. Oui. C'est tough, mais en même temps, pas tant. Parce que, tu sais, pense, il y a toujours les éléments, je me dis toujours, il y a l'élément de la fierté, l'accomplissement, tu sais, de comment tu l'as bien manié, puis et que même encore quand tu le regardes, tu fais « Wow, ça c'est... » Ça, j'ai justement, j'ai pas honte de regarder ça tant d'années plus tard. Ouais. Ben, c'est sûr que les 2 films que j'ai fait avec Xavier, ça va toujours rester, je pense, dans les 2 plus grandes expériences que j'ai eues au cinéma. Là. C'était Mommy et Mommy. Lawrence... Non, juste La fin du monde. La fin du monde, Juste ok, La fin ok, du ok, monde, ok. ouais. Ok. C'était 2 tournages exceptionnels avec des acteurs de talent incroyable, Bon, là, je veux dire. Plus grand que nature, là. Oui, c'est ça. Donc, ces 2 films-là, c'est sûr que je vais toujours avoir cette fierté d'avoir été là, d'avoir créé ces looks-là avec Xavier, puis tout ça. C'est tellement des bons films. Je veux dire, c'est à voir si les gens les ont pas vus si c'est encore. pas le cas, ouais. C'est vraiment à voir. C'est un univers complètement particulier. Là. Sinon, ben, c'est sûr que, mettons, dans les clips, le projet que j'ai fait avec Tierra Whack, qui est comme une rappeuse américaine, on a fait un genre de court-métrage avec, je pense, c'est 10 ou 11 chansons. Donc, le tout se regarde, tu sais, 10 clips, mais qui se regardent toutes. Oui, comme un film. Un film, un en peu, fait, oui, ouais. c'est ça. Ça, c'était un projet aussi complètement différent. Et assez ambitieux, là, quand même. Très ambitieux. On a tourné tout ça en un week-end. Wow. Ouais. Okay, bon, et c'était des looks différents à chaque fois. Donc, 10 ou 11 looks différents en un week-end pour créer un genre de court-métrage. C'est capoté. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que quand je le montre à des gens qui l'ont pas vu, je suis quand même fière, c'est le fun, puis l'artiste est incroyable, mais tellement le fun, tellement talentueuse. De m'être retrouvée là-dessus aussi, c'est super. Là. C'était un tournage aux États-Unis? Non, ça s'est fait ici. Ah, ils l'ont fait d'ici? Ouais. OK. Ouais. Puis t'étais juste présente. J'étais là, le réalisateur Thibault m'a contacté, puis c'est ça, on a fait ça ensemble. Puis qu'est-ce qu'il y en a du truc, justement, là, que tu me disais, là, il faut que je travaille ma bio, rajouter des détails, là, il en manque un peu à ma carrière. Là. T'as fait un truc avec Billie Eilish aussi? Oui, j'ai fait un clip avec Billie à Toronto. OK. C'était il y a peut-être 4 ans, je pense. Tu sais, elle était déjà populaire, mais elle était toute jeune encore. Je pense qu'elle avait 17 ans et demi. Oui, c'était le phénomène commençait. Teenager, là, ouais, c'est ça. Puis tellement gentille, tellement chill. C'est vraiment relax. Super rencontre aussi. Easy going, super friendly. Sa mère était là. Puis, je l'avais lu qu'elle avait un entourage familial proche là, qui s'assure de la garder saine d'esprit parce que c'est assez facile de devenir dingo. Oui, vraiment. ça, là. Ouais. C'est quand même des pas pires rencontres que tu as faites quand même. C'est fou, là. C'est plus récemment Charlotte Gainsbourg. Ah oui? Écoute, moi, j'étais petite, puis j'écoutais La Petite Voleuse, puis L'Effrontée, puis je me voyais dans elle parce qu'on était des grandes slacks, les deux, tu sais, comme... Elle me ressemblait, puis j'étais comme, oh mon Dieu, puis là, je l'ai maquillée récemment, puis j'étais comme... Mais récemment à Montréal? Oui, pour son... le documentaire qu'elle a fait sur sa mère, Sur sa mère, oui. J'ai Jane, vu ça. Jane Birkin. By Charlotte. Oui. Puis, tu sais, ça, c'était une rencontre aussi comme... Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est impressionné. Comment je pourrais dire ça? Je suis pas une fan d'envie, tu sais. Je suis pas comme, oh my God! Hein? Mais rencontrer, mettons, cette femme-là, dont je suis la carrière depuis que je suis vraiment petite, c'est sûr que j'étais comme, quand même. J'ai travaillé avec Charlotte, je trouve. Tu sais... T'as pas été trop intimidée, mais quand même un peu impressionnée. Ben... C'est plus, OK, je suis là, elle est là, on est là, dans la même pièce, c'est donc bien le fun. C'était plus un peu ce mode-là de,
Mais c'était... Jamais j'aurais pensé ça, mais là, ça se passe. Donc t'as jamais été starstruck devant... Non. Non. Puis je pense que c'est pour ça, peut-être, que ça marche, ce métier-là, pour moi. Les gens, pour moi, je les vois un peu égales. Oui. Tu reconnais le talent, c'est sûr. Le talent est là. Le talent est là, oui. Le talent est impressionnant, mais la personne, ça reste, c'est un humain, là, je veux dire. Oui, puis dans ton cas, surtout, c'est un corps. Oui. C'est un corps à manier. Oui, puis quand je maquille un visage, que je maquille le visage à Billy ou à Charlotte ou à toi ou à ma mère, c'est de la peau. Oui. Puis en dessous de ça, il y a des émotions, oui, il y a du talent, oui, il y a de la célébrité, mais ça reste une personne avec... Tu sais, je vois plus loin que son étiquette, son image, tu vois, Ouais. fait que Ah ben là, écoute, bravo. Continue à garder ça, je pense. Comme tu dis, je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens aiment ça travailler avec toi. Ouais. Parce que Je pense que ça calme. se sent, c'est ça. Je pense que ça se sent que je suis pas là pour d'autres raisons que ma passion aussi à moi, là. Ouais. Tu sais, fait que... Ouais. C'est cool, ça. Puis là, bon, on parlait beaucoup de ça, mais on parle pas de ta carrière de musique. Musicienne. Ouais, mais carrière. Même. Je suis pas musicienne. Je ne produis pas rien. DJ, j'ai fait ça vraiment pour le plaisir. OK. Parce que j'aime la musique. Je faisais tout le temps des playlists depuis toujours. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais m'acheter un contrôleur, là. Puis je vais essayer des affaires. Puis c'est vraiment pour le fun. Puis finalement, ça a comme marché un peu. Puis j'avais des soirées dans des bars, puis dans des événements. Puis ouais, j'adore ça. Moi, faire danser les gens, là, il y a quelque chose de... C'est tellement... Je sais pas, ça vient me chercher, c'est spécial, c'est... Puis depuis la COVID, t'en as-tu refait des DJ j'ai fait des trucs privés. OK. Des genres d'événements privés. Avant la COVID, j'avais des soirées. Bon, la COVID est arrivée, on a tout arrêté ça. Là, après ça, quand c'était redevenu un peu correct, là, de danser dans les bars, là, j'ai fait ça, des petits événements. Puis là, c'est sûr, j'étais comme... Tu sais, j'étais pas sûre si j'allais encore aimer ça. Ça faisait quand même presque 2 ans. Finalement, mon Dieu, j'ai tellement tripé. C'est quelque chose qui se perd pas, je pense. C'est une énergie, c'est comme un... C'est magique, là. Ben oui. Ouais. Puis, est-ce que t'es... Pour te préparer à ça, t'as une grosse banque de musique qui est de côté, mais t'es-tu encore t'es-tu chasseuse de musique? Est-ce que t'es ouais, OK. Donc, toi, t'en écoutes beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique. Ouais. Cool. Puis ça, c'est est-ce que c'est une habitude? Est-ce que tu fais ça aussi quand tu travailles en maquillage? Est-ce que tu amènes de la musique avec toi? OK, donc il y a toujours de la musique un petit peu. Il y a toujours de la musique. Je fais des playlists pour justement les shoots ou les tournages. Puis j'ai tout le temps mon petit speaker. Puis, Mais quand tu fais justement du DJ set, c'est, comme tu viens de le mentionner, c'est la musique qui va faire bouger, danser les gens, mais c'est vraiment... donc c'est la musique assez très rythmée, enlevant tout ça, mais ça peut pas être tout le temps ce que tu écoutes non plus. Ben non. Évidemment. Ah ben non. Mais t'as quand même l'oreille de chasse pour ce genre de musique-là. Oui. Mais parallèlement, c'est quoi les autres musiques que tu écoutes qui, je pourrais dire, qui te ressemblent plus, mais justement, qui vont être plus calmes, parce que c'est souvent des playlists calmes que tu présentes sur le travail, là. Oui. Je présume, tu vas pas aller chercher... Mais surtout sur un tournage, là, comme dans le trailer, on va mettre des trucs plus smooth. Ouais. Mais sur un shoot, ça peut être un peu plus rythmé, puis un peu plus festif, disons. Ouais. C'est un show de photo, là, parce que souvent, on veut de l'énergie et tout. Fait que c'est quand même différent, mais j'ai genre 10 playlists différentes là, que je mets là, selon le mood et tout. Là. Ça grandit à chaque fois, t'en rajoutes un petit peu à l'intérieur. J'échange et tout. Mais ça passe d'afrobeat à du jazz, à du genre de chansonnier français, c'est très éclectique. J'écoute tellement, il y a beaucoup de musique aussi mettons, cubaine ou... c'est ça, africaine, la musique genre... Haïtienne aussi, j'ai cru croire que t'aimais beaucoup ça aussi, j'avais lu. Oui. Ah, c'est cool. Ouais, puis, tropical. Tropical, ouais. Ton nom, quand même, de DJ, on va le mentionner, puis les gens ça, c'est DJ Popcorn. Ouais. Pourquoi Popcorn?
Écoute, ça vient un peu de n'importe quoi, là. C'était un peu une blague au début, là. C'est resté là. C'est resté là. J'étais à Berlin dans un bunker, une exposition, puis il y avait une salle remplie de popcorn. Moi, j'aime vraiment le popcorn dans la vie. OK? Gros fan ici aussi. Bon, on se comprend. Et là, j'ai mon ami qui me prend en photo dans la salle pleine de popcorn. Tu sais, ça faisait 1 an que l'énorme machine à popcorn fonctionnait dans cette salle-là. Puis c'était ça l'installation. Fait qu'il y en avait du popcorn, là, on ça s'entend. Pas fait, quand même. C'était incroyable. Fait que là, j'ai cette photo-là dans mon cell. Puis là, je faisais un événement, puis on me demande c'est quoi ton nom de DJ? J'en ai pas, je commençais. J'étais comme, mon Dieu, ça va être quoi mon nom de DJ? C'est bon. Puis là, je trouve cette photo-là, puis je suis comme, DJ Popcorn. OK. Puis là, on a fait un flyer avec cette photo-là, DJ Popcorn. Mais tu sais, c'était une blague. Mais finalement, c'est resté. Puis en même temps, j'aime ça parce que je me prends pas au sérieux là-dedans. Puis je pense que ça démontre un peu ça. Je me pense pas la meilleure DJ, tu comprends? Je suis pas là pour non plus faire des grosses gigs. Moi, je suis là pour m'amuser, là. Puis les gens, ils aiment ça quand je mets de la musique. Fait que je suis comme, let's go. C'est tout. Non, c'est cool. Ouais. Puis, tu sais, popcorn, il y a quelque chose... Oui, il y a même quelque chose de festif là-dedans. Oui. D'éclatant. Oui, exactement. Ouais. Ah, c'est parfait, ça. Puis si on veut suivre tes trucs de DJ, as-tu une page? As-tu quelque chose qu'on peut regarder? J'ai pas de... Tu sais, j'ai un Instagram privé, fait que, tu sais, je vais pas le donner pour ça, mais j'ai, par contre, mes playlists sur Spotify. OK. Donc, si on regarde tout simplement ton nom DJ Popcorn, on peut retrouver ces playlists-là. En fait, je pense que oui. Oui, je pense qu'on peut les trouver sous DJ Popcorn, tout collé en majuscule, j'ai l'impression. OK, collé en majuscule, c'est noté. Est-ce qu'il y a des prochains projets qu'on peut suivre de toi? Ben, je vais faire un film en Europe, en août. Donc, on ne pourra pas tant suivre ça, mais tu peux-tu l'annoncer? As-tu le droit? Oui, ça a été quand même annoncé il y a quelques mois. C'est du réalisateur Bertrand Bonello, qui a fait, entre autres, Saint-Laurent. OK. Ouais, parfait. un réalisateur que j'aime beaucoup depuis longtemps. Puis je vais faire son prochain film qui s'appelle La Bête, avec Léa Seydoux et un acteur british qui s'appelle George Mackay. OK, donc, George Mackay. C'est les deux acteurs principaux, disons, du film. Scénario complètement éclaté. Je veux tellement avoir du fun côté maquillage, là. Ah ouais, OK. Ça part dans plein d'époques, des looks. Ouais, je vais m'amuser beaucoup. Un tournage comme ça, c'est combien de temps tu vas être en Europe, au fond? Je pars mi-août et je crois que je reviens en novembre, début novembre. Wow, OK. C'est une longue shot, là. Oui, ça va être le fun. Ben oui, c'est excitant. Vraiment. Cool. Donc, on va pouvoir suivre ce film-là qui va sortir évidemment dans peut-être 2, je sais pas. On verra. On verra. Dans quelques temps. Oui. En même temps, ça va te profiter. Tu vas profiter. Y a-tu d'autres choses? Ben sinon, d'ici là, c'est vraiment tu sais, vu que je pars, justement, je prends juste des petits projets plus courts. Tu sais, je travaille beaucoup présentement avec Milk and Bone. Oui, qui sort un nouvel album. Oui, c'est ça. Qui s'en vient ou qui est sorti déjà, je pense? Qui s'en vient. Qui s'en vient, c'est ça. Il y a un single qui est sorti. Oui, là, exact. Fait que là, on a fait déjà 2 clips, je pense. Des photoshoots et tout. Fait que comme un peu tout leur visuel qui va avec le nouvel album, je vais avoir travaillé là-dessus. Puis c'est vraiment des looks super cool. Fait que ça, c'est bien excitant aussi de travailler avec ces filles-là. Oui, ils ont des cool looks. Oui, ils sont géniales. Fait que ça, c'est encore en cours. On travaille depuis quelques mois avec eux, mais on continue là, tout l'été. Super. Oui, c'est le fun. Bon, mais excellent. Si on veut te suivre, évidemment, on peut aller sur la page Instagram qui est publique. Celle-là est publique. Ta page à toi. Maïna Milidza, oui. Exactement. On peut suivre tes activités. On peut voir tout ton travail. C'est vraiment, qui axé se déroule. sur mon métier de maquilleuse. Et tu as un site officiel aussi, sinon, dans lequel on peut aller voir tout l'ensemble de ton œuvre au complet. Exactement. Excellent. Alors maintenant, on va passer à la prescription. Ouh.
OK. Alors, c'est parti. Alors, c'est toi qui brises la glace. Ah mon Dieu. Donc là, je te pose une question. Vas-y. OK. C'est ça? Non, tu ne Non. me poses pas une question. Pourquoi? Tu me proposes Je te propose quelque chose. Quelque chose. Ben, tu peux me poser une question parce que je peux t'informer sur n'importe quoi, là, comme tu préfères. Attends, ben OK, je vais te proposer, premièrement, parlant de musique, un artiste d'ici que j'adore, Hologramme. Hologramme. Je sais pas si tu connais. Non. Ah, mon Dieu, Clément. Il fait tellement de la bonne musique, c'est électronique, mais c'est très... comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de chansons qui sont plus... pas vaporeuses, mais... comment tu dis? Flottantes, planantes. Et il y en a d'autres qui bougent un peu plus. Mais il y a vraiment du talent, ce gars-là. Son nom d'artiste, tu as dit, c'est Hologramme. Hologramme. Mais comment il s'appelait? Clément. Clément. Oui. Et c'est... c'est un gars d'ici... C'est plus électronique. Donc. Plus électronique, mais pas du... c'est pas du boom-boom, là. Tu comprends? Non, c'est très mélodique. Il y a des tunes, comme je disais, plus douces, planantes. Il y en a qui ça bouge un peu plus. Instrumental ou il met des textes? Mais il y a aussi des textes. Okay. Il fait aussi des collabos avec d'autres artistes. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. OK. Grand talent. Je ne connais pas du tout. Alors, puis en plus, ça vient d'ici. Donc, oui. À surveiller. Hologramme. Oui, vraiment. Excellent. Ouais. Pour ma part, je te propose un podcast plein d'énergie. Écoute, moi, quand je prépare mes suggestions, j'y vais un peu selon l'invité, puis j'essaie d'analyser un peu l'espèce d'énergie qu'il y a. Et comme tu as l'air de quelqu'un qui est joyeuse, pleine de bonheur et rayon de soleil, on y va avec Literally. Point d'exclamation. With Rob Lowe. Tu connais Rob Lowe? Ouais, Ce cher Rob Lowe, acteur incroyable, vedette des années 80. Et début 90, un peu disparu au début des années 2000. Il est allé en détox. Il a réussi à passer à travers l'enfer, qu'on peut dire. Et c'est ça, il était top modèle, tout ça. Mais c'est surtout que c'est un gars extrêmement drôle. OK. Qui est tellement vite. Il est vite là, sur la réflexion puis pour discuter. Et finalement, c'est qu'il a fait une série qui s'appelait Parks and Recreation. Ah, ben oui. Que tu as vu. C'est lui le personnage super positif tout le temps. Et suite à ça, les gens ont dit, écoute, ce personnage-là, il est fou. Puis tout le monde... Et puis il disait, mais écoute, c'est quand même basé sur moi. Je suis comme ça maintenant aujourd'hui. Je suis vraiment tout le temps up la vie. Tout ça. Ils ont dit, bon, pourquoi tu ferais pas un podcast ou dans lequel tu as des invités un peu comme en ce moment? C'est super le fun. C'est des beaux petits épisodes. Ça dure 45-50 minutes. Il y a des invités assez impressionnants qu'on voit. Des gens qu'on peut admirer qui sont plus dans le silence. Il réussit à les inviter justement parce que son énergie est ultra contagieuse. C'est seulement audio. Ça, c'est quelque chose qui est cool aussi. Donc, c'est à consommer seulement sur... je crois sur Spotify, si je ne me trompe pas. C'est disponible là. Et sur iTunes. C'est tout nouveau. Ça fait seulement une trentaine d'épisodes. Puis je pense même que l'idée était venue il y a un an, à travers la pandémie. Il avait été invité à The Joe Rogan Experience. Et puis Joe Rogan l'avait invité simplement pour pouvoir prendre des nouvelles. Et c'était la première fois qu'il participait à ce genre de truc-là. Je pense que ça dure 4 heures. Puis ces 4 heures-là... Il dit qu'il ne boit pas de café. J'arrive pas à y croire. C'est comme... Il était tellement généreux et vraiment amusant. Puis et c'est suite à ça qu'il y a tout un embargo qui s'est fait sur son show. Donc, Literally, point d'exclamation, with Rob Lowe, podcast à consommer. Ça a l'air bien intéressant. Oui. Et une autre suggestion de ta part? Moi, je m'intéresse beaucoup à la photographie, street photographie, un peu plus documentaire style. OK. J'ai découvert beaucoup d'artistes en écoutant un documentaire qui s'appelle Everybody Street. OK. Il est disponible... je vais te donner le lien. Mais c'est vraiment super intéressant de voir comment ces photographes-là, leur parcours, ils arpentent les rues, ils snappent les gens à leur insu, ils créent des... C'est la vraie vie. Il y en a aussi qui voyagent pour faire des photos documentaires. Mais de la photo documentaire, juste m'expliquer un peu le concept, c'est que c'est ça, ils prennent des photos, là ici tu disais... Il n'y a rien de stagé. Il n'y a rien de stagé, donc c'est tout du réel. C'est real. Et c'est pour faire des livres ou c'est généralement? C'est ça. OK, ouais. Parfait. Fait que ce documentaire-là, Everybody Street, j'ai découvert
plein de photographes, dont Marie-Hélène Mark, qui est extraordinaire. J'ai un de ses livres chez moi que vraiment j'adore. Viviane Mayer aussi, qui a, elle, un autre documentaire à son nom. Diane Arbus. Il y a beaucoup de femmes là-dedans. Moi, je trouve ça fascinant de voir leur travail. Puis ça date d'une époque où les femmes n'étaient pas nécessairement encore, comment je pourrais dire, à l'aise non plus d'être avec leur... Tu sais, elle arpente les rues des fois, tard le soir, dans un monde d'hommes. Tu sais, puis c'est un monde beaucoup d'hommes, la photographie encore à cette époque-là. Donc là, ces femmes-là qui ont eu une carrière complètement incroyable de ce genre de photos, documentaires. Ils prennent en photo des gens de minorités ou de... genre, ils sont allés dans des bordels. Tu sais, c'est comme des choses qu'on voit pas. Puis de cette époque-là aussi, en tout cas, ces livres-là, là, tu les dévores, ça vient souvent avec un peu à côté de la photo, tu as de l'explication, le contexte de cette photo, puis c'est tellement intéressant. Donc ça, je recommande vraiment ce documentaire et si ça vous intéresse aussi de découvrir aussi les livres de ces photographes-là, parce que c'est vraiment des beaux objets, c'est des photos... il n'y a rien de stagé, justement. C'est la vraie vie, c'est les vraies histoires, il y a des trucs, c'est beau, il y a une beauté, il y a une... C'est ça. Tantôt, je voulais te demander, puis je suis content que tu mentionnes justement ce truc-là de livres. Tu dois avoir une collection de livres qui n'a pas de bon sens. Ouais. Ouais, quand même. Ben, des livres, surtout... Des livres d'art ou des coffee table books, comme ils appellent. C'est des livres avec des images, des petits textes... Ouais. Parce que tu es tellement à l'image. Parce que j'ai beau croire qu'avec l'Internet, aujourd'hui, on dit on peut tout trouver là-dessus. Ouais, non, mais c'est le fun, tu sais, feuilleter un livre, puis... Puis de fouiller aussi, là, de trouver des images d'une façon vivante, là, si on peut dire. Vraiment. Donc, c'est pour ça que je me disais, j'ai jamais vu ton appartement, j'imagine quand même que tu auras une bibliothèque intéressante. J'ai des beaux livres, justement, d'art ou de photos comme ça, ou d'artistes visuels ou de peintres et tout, j'aime ça, avoir ces livres-là. Je trouve ça important d'en posséder aussi. C'est des objets, des livres, c'est tellement... il faut conserver ça. Non, je suis d'accord. Puis surtout qu'on parle tellement de dématérialiser tout. Là. Je veux dire, la musique est plus matérielle. Elle était avant avec les disques. J'ai plein de vinyles aussi. Tu sais, toi aussi, tu dois en avoir une méchante collection. Ouais. J'ai des DVD. Ah ouais, inquiète-toi pas, moi aussi. Puis je suis encore très DVD, parce qu'on dit que j'y crois pas. Je peux pas me départir de mes grands films, je peux pas. Non, ça là-dessus, on s'entend bien. Cool. Écoute, moi, à mon tour, une suggestion, un disque qui pourrait très bien aller dans un shooting pour toi calme, en français cette fois-ci. Mathieu Bougart, est-ce que tu connais Mathieu? Oui. Ouais, ce cher Mathieu Bougart. Puis moi, c'est un artiste que j'ai découvert en 2009. 2009, j'ai commencé à découvrir ses disques, puis là, je trouvais ça fantastique. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il est connu, pas tant, quand même ici au Québec, c'est pas la... Il est dans mes playlists. Ah ouais? Ouais. Ah, OK. J'ai bien ça ici. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que dernièrement, je réécoutais ces disques. Il y en a quand même quelques-uns. Là. Et là, j'ai comme découvert un disque que je connaissais pas du passé avant 2009, qui est un disque de 2005 qui s'appelle Michel. Puis je le connaissais même pas, ce disque-là. Je sais qu'il est assez connu, apparemment, même que c'est peut-être un des disques qui a lancé bien sa carrière. Je savais pas. Et là, je redécouvre cette voix-là. Ouais. Cette espèce de couleur africaine aussi. Hein. Il a habité en Afrique du Sud pendant un bout. On reconnaît dans l'instrumentation, même la structure, des fois, comment il coupe des refrains, justement, de un temps, juste pour faire sauter le disque un peu. Les harmonies qui sont particulières, les textes aussi. Moi, c'est quelqu'un que je capote beaucoup. Alors, l'album Michel de Mathieu Bougart. Puis si tu veux, est-ce que tu aurais une dernière suggestion? Oh, mais si t'en as deux autres, t'as le droit aussi, hein? Non, mais peut-être, en fait, si jamais vous avez la chance d'aller à New York bientôt, il y a l'expo. Oh, c'est vrai. Il y a l'expo que j'aurais vraiment aimé voir, d'ailleurs, de Basquiat. Et
ce qu'elle a de spécial, cette expo-là, c'est qu'il y a comme 200 œuvres qu'on n'a jamais vues. Ah, OK. Euh, C'est en ce moment à New York? ouais, Wow. ouais. Mais on n'en a pas une qui s'en vient de Basquiat à Montréal. Il me semble qu'il y avait eu une annonce qu'au musée, pendant que je fouille. Toi, c'est à quel endroit qu'elle a lieu, celle-là? Attends, c'est où déjà? Je me souviens plus c'est où. Parce que oui, Basquiat et sa musique en 2022, Ah, ici mais c'est à pas Montréal. la même, ouais. C'est pas la même, mais Non, quand même, mais on en a c'est une fun, qui s'en vient à oui. l'automne, cet automne. Qui vont... Parce que celle qu'il y a à New York, écoute, ça a l'air incroyable, là, tout ce qu'ils ont réussi à voir comme œuvre. C'est la famille qui a, Ah, qui a décidé de qui a donner décidé accès. de faire... Oui, OK. donc t'as plein de différents œuvres multimédia, des toiles, des livres, tu sais, t'as plein Souvent d'affaires. des dessins, des trucs. C'est OK. ça qu'on a pratiquement jamais vu, ou certaines vraiment jamais vu. Ah, ça, c'est Donc, cool. Ça, c'est quand cool. même intéressant parce que cet artiste-là, c'est vraiment Mais c'est comme unique, toutes là. ces espèces d'artistes-là mythiques, tu sais, comme il y a, Prince, tu sais, Ouais. apparemment, mais là, c'est encore tout un sujet qui est en cours avec la famille, parce que je pense qu'il y a comme un truc, je pense, une vingtaine de disques, je crois, qui sont comme... qui sont tassés de côté, là. Une vingtaine. Apparemment. Puis moi, pour vrai, je serais pas surpris que... Même chose pour David Bowie. Je pense que David Bowie, quand il est... Ben, c'est ça qui est arrivé, là, quand il est mort, je pense, 2-3 jours après le disque, puis je suis certain que c'est tout préparé pour l'amener qu'à genre aux 5 ou 10 ans, je sais pas, il va y avoir toujours un disque de Bowie qui va sortir, puis ça va continuer. Du moins, j'espère. Puis je trouve le concept cool, puis c'était des gens tellement productifs. Ouais. Tu sais, ils en faisaient tellement C'est que encore une fois, tout ça est dans les mains de la famille, s'ils veulent ou pas nous donner accès à ces informations-là. Puis souvent, c'est des chicanes de famille, de droits d'auteur, puis blablabla. Puis c'est un peu plate, là, mais cool. En fait, dans ce cas-là, c'est très cool qu'ils ont décidé C'est ça. de nous donner accès à ça. Tu sais, il est mort oui. jeune, il est mort à 27 ans, mais il en a fait beaucoup en plus. Exact. Fait qu'en tout cas, moi, ça, c'est vraiment une expo que j'espère avoir la chance d'y aller. Ben là. ouais, ça serait cool. Ouais. Mais écoute, bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont le faire à notre place, sinon Oui. aller à New York. Let's go. Toujours le fun. Un petit trip à New York, là. Écoute, merci tellement. C'était vraiment cool de passer du temps avec toi. Ben oui, puis c'était le fun. bonne chance pour le film à la fin de l'été. Puis Ouais, merci. au plaisir de se recroiser. Oui. Bye. Merci. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.